Merci d'être avec nous sur Radio J. L'information continue et tout de suite, l'invité de la rédaction au micro d'Eva Soto. Eva qui est avec nous, ça va Eva ? Oui, ça va Ilana et vous ? Ça va très bien, bonjour, bonjour. Et ce matin, votre invitée, c'est Safia Taït Ouarabi, vice-présidente de SOS Racisme, à propos du lancement de la nouvelle campagne Shalom, Salam et Salut. Safia Taït Ouarabi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Alors, Salam, Shalom, Salut, c'est une campagne lancée déjà depuis quelques années par des jeunes de SOS Racisme. Vous-même, vous êtes la vice-présidente de SOS Racisme. Alors, il s'agit de faire dialoguer en fait des gens qui n'ont pas l'habitude de dialoguer entre eux ou de dire ce qu'on a l'habitude de ne pas pouvoir dire. Alors, c'est plusieurs choses à la fois, puisque moi, j'ai fait partie des jeunes, notamment de la première édition. C'est une édition qui a été créée en 2018, à la suite de l'assassinat antisémite de Mireille Knoll et de l'assassinat raciste de Saïd El-Barkaoui, la même année. Et en fait, c'était notamment, donc c'est pour ça que le projet s'appelle Salam, Shalom, Salut, un groupe de jeunes, notamment juifs, arabo-musulmans, qui ont décidé de faire un tour de France pour se réapproprier une parole qui leur a été volée, notamment par l'extrême droite qui tentait de mettre constamment en confrontation les deux communautés. Et aujourd'hui, on en est à la 4e édition. C'est un tout nouveau groupe de jeunes. Ils sont chauds bouillants, ils sont incroyables. J'espère que vous aurez toutes et tous l'occasion de les rencontrer. Et là, on a ouvert le groupe, c'est-à-dire que c'est destiné à toutes les origines, toutes les identités, si ce n'est que là, le projet a une vocation qui est que les jeunes doivent se réapproprier une parole antiraciste et surtout doivent aller voir d'autres jeunes pour leur offrir un espace d'engagement antiraciste. Et alors, en leur disant que cette cause, c'est une urgence. Donc là, c'est vrai qu'on est davantage sur un projet qui incite à se réapproprier une parole et à passer à l'action. Alors pourquoi c'est une urgence, ou en tout cas pourquoi le projet Salam, Shalom, Salut a un peu changé de configuration ? C'est dû au contexte politique ? Alors, il y a eu plusieurs choses. Tout d'abord, on peut commencer par les bilans, les constats des premières éditions. On se rend compte qu'à chaque fois quand on faisait les Tours de France, dans chaque ville, dans chaque association, dans chaque structure de jeunesse, partout là où on allait, il y avait un public qui ne nous ressemblait pas nécessairement, qui pouvait nous ressembler ou pas. Et on se rendait compte que les questions d'antiracisme et d'identité complexe circulante pour lutter contre les assignations, quelles qu'elles soient, concernaient tout le monde, surtout. Et qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de jeunes qui, en fait, au fur et à mesure, voulaient nous rejoindre, même si, en fait, ils n'étaient pas d'origine musulmane, arabe, juive, etc. Donc, il y a un premier constat qui est que, effectivement, parce qu'une jeunesse voulait nous rejoindre, il fallait ouvrir le groupe. Et ensuite, c'est vrai que la campagne présidentielle approchant, on s'est rendu compte que c'était aussi l'occasion de porter des propositions antiracistes, contre la discrimination raciale. C'était l'occasion aussi de se battre contre l'ambiance mortifère de la campagne présidentielle, là où l'extrême droite a fait un score explosif, parce que c'était notamment pour moi, selon moi, la campagne présidentielle du racisme et de l'antisémitisme dans tout ce qu'il a de crasse. C'était la campagne présidentielle durant laquelle on a entendu que Pétain a sauvé les Îles-de-France. Pour mieux légitimer en fait des crimes racistes ou des exactions qui peuvent être commises maintenant. C'est l'extrême droite présidentielle qui n'a cessé de stigmatiser la population arabo-musulmane. C'est la campagne présidentielle où les militants de SOS Racisme se sont fait fracasser la tête par des militants néo-nazis. Et cette violence politique-là, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, elle est en train de s'accroître. Justement, cette violence politique-là, elle est en train de s'accroître. Et effectivement, dans les discours, en tout cas ambiants ou politiques, finalement, il y a de plus en plus de difficultés, il semble, au dialogue. On le voit là, puisqu'on est en pleine Coupe du monde de football du Qatar. On a vu, par exemple, des journalistes israéliens se faire molester juste parce qu'ils étaient israéliens. Ou en France, là, on le voit, le match France-Maroc, c'est ce soir. Et déjà, il est question dans les débats de qu'est-ce qui va se passer ce soir, avec une certaine peur. Donc, il y a cette ambiance un peu tendue, on va le dire. En quoi une campagne comme la vôtre, le fait d'aller voir des jeunes, de parler avec eux, et de quoi parlez-vous justement ? Est-ce que en quoi ça peut aider actuellement ? Alors la première chose, c'est que quand on déroule ce Tour de France et qu'on va rencontrer les personnes,
On commence déjà par se définir par nos engagements. Et en fait, on n'est pas prisonnier des identités, des histoires familiales qu'ont pu léguer nos parents. Quand on s'inscrit dans de l'engagement et du militantisme, d'une certaine manière, c'est très plaisant parce qu'on se destine à être les héritiers d'histoires collectives qu'on a choisies. Ça peut être les histoires des résistants juifs, ça peut être les histoires de la marche pour l'égalité de 83, ça peut être les histoires des syndicalistes arabes, ça peut être les histoires de beaucoup de choses, des histoires collectives et militantes. Et en parlant de ces engagements, en parlant de l'actualité, ça permet aussi de revenir sur des douleurs, sur des frustrations. Ces actualités-là, elles sont très violentes. Je crois que quand on est militant, c'est pas évident, mais il va falloir qu'on apprenne à reparler de la sensibilité, des frustrations, de la colère qui peuvent naître face à des actualités si violentes, si excluantes, si stigmatisantes. Et c'est aussi comment quand on milite, on ne fait pas la gueule, entre guillemets. Vous m'excuserez l'expression, mais en fait, par exemple, on va avoir un quart de finale. Je me trompe pas, hein, France-Maroc, c'est bien ça, c'est bien un quart de finale. Non, c'est demi. Mais en fait, c'est l'occasion de rappeler comment. C'est demi. Ah non, c'est la demi? Non, c'est pas. Ah non, c'est la demi. Si. C'est la demi, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est la demi. Ouais, non. En tout cas, salam, shalom, salut, ça va, le foot, on verra une autre fois. Ouais, on verra une autre fois. Franchement, il faut que je m'améliore. Mais si ce n'est qu'en fait, c'est aussi rappeler que quand on milite, on ne fait pas la gueule. C'est-à-dire que cette demi-finale, pour le coup, on peut s'en réjouir. Et ce sera même de notre devoir de revenir dessus. Parce qu'en fait, des personnes racistes et antisémites ont eu l'occasion bien de revenir, on menaçait les supporters marocains, s'ils défileraient dans la rue ou s'ils gagnaient. Enfin, il y a des menaces qui pèsent aujourd'hui sur les sites des supporters qui peuvent porter des identités plurielles comme les miennes. Donc c'est aussi notre devoir de rappeler que en fait, nous, notre jeunesse, elle est légitime à faire du bruit, à faire la fête et à embêter en fait si elle le souhaite. Alors justement, votre identité, Safia Aït Ouarabi, votre mère est juive marocaine et votre père est algérien musulman. C'est ce qui vous a poussé aussi à vous engager à SOS, cette double identité? Tout à fait. Cette identité elle cohabite super bien dans moi-même. Après, mes parents ont divorcé. C'est sur la blague que je fais. Mais sinon, ça se passe très bien. Moi, c'est une identité qui est tout à fait légitime et qui est pas si complexe que ça, dans le sens où en réalité, il y a une proximité culturelle entre mes parents et entre mes familles qui est assez dingue. Moi, c'est quelque chose que je raconte assez souvent. Mon grand-père, le père de ma mère, quand il a connu mon père, il s'est davantage inquiété parce qu'il était algérien. Plutôt que musulman. Donc il y a une proximité culturelle et moi je navigue assez aisément entre toutes ces identités parce que je suis pas que ça, je suis aussi une femme, je suis aussi française, enfin je suis aussi militante, je suis plein de choses. Si ce n'est que cette identité, c'est vrai que des gens l'ont blessée. L'actualité l'a blessée. Moi, j'ai décidé de m'engager après les attentats de 2015. Donc, on a eu Charlie Hebdo, l'Hypercacher le 13 novembre. Déjà, qu'en tant que Parisienne, ces attentats vraiment m'ont mis une énorme claque. On a eu ensuite tous les débats archi stigmatisants sur les musulmans, où je me disais, mais en fait, on parle de ma famille, on parle de mon père, pourquoi est-ce qu'on dit sans cesse qu'en fait, ma mère et mon père ne pourraient pas s'entendre? Et ça m'a énormément blessée. Et en fait, moi, j'avais besoin de rappeler cette réalité-là, cette réalité contre la stigmatisation des musulmans en France. J'avais besoin de rappeler ces proximités entre la communauté juive et la communauté arabo-musulmane. Et en réalité, je me suis engagée par rapport à cette actualité. C'est-à-dire que moi, je me suis davantage engagée pour le collectif plutôt que pour ce que moi j'ai vécu. Pour vous donner un exemple, je m'en suis rappelée il n'y a pas super longtemps. Je pense que l'un des actes racistes que j'ai vécu, qui a été le plus violent avant ma vie militante, c'est quand une fois avec mon père, on allait sortir en fait dîner à la campagne, on allait dans de la famille et on sort de la voiture et là il y a un voisin en fait qui nous attend avec un fusil et qui dit à mon père tu sais moi la guerre d'Algérie je l'ai faite moi. Et donc là on me prend par le col, on me ramène à la maison et en fait je me suis rendu compte que cet épisode-là je l'ai vraiment oublié et que j'ai eu tendance à davantage m'investir par rapport à l'actualité violente et pour le collectif et que cette réalité-là raciste que moi j'ai pu vivre, je m'en suis rappelée après quand j'ai commencé ma vie militante. Dernière question, Safia Aït Ouarabi. Cette nouvelle opération de Salam, Shalom, Salut, elle va se passer comment? Où vont aller ces jeunes? Ils sont combien? Ils vont faire quoi?
Alors, c'est un groupe de jeunes. Ce sont une vingtaine de jeunes qui vont se relayer. C'est pour ça qu'ils sont 20. Ils ont eu l'occasion de se rencontrer plein de fois. Ils sont déjà militants à SOS Racisme. Il y a eu des sessions de formation pour se blinder sur plein de questions. Et le fait d'être une vingtaine, ça permet de se relayer. La plupart, c'est des jeunes étudiants, c'est des lycéens, c'est des Ils jeunes vont aller travailleurs. où? Ils vont C'est faire vraiment quoi? des militants qui... Et c'est des militants qui font ça à côté et ils vont commencer par l'étape de Marseille, qui va être une super belle ville. Et là, à Marseille, ils vont rencontrer un public durant une grosse conférence publique et ce sera l'occasion. Moi, je peux vous donner des exemples. On a tendance à découper les temps, on va à la rencontre du public, on crée des sous-groupes pour vraiment échanger, que ce soit pas une conférence, par exemple, du bas vers le haut. On peut échanger sur plusieurs thématiques que vont connaître les habitants. Ça peut être la question du racisme, de l'antisémitisme, la question des violences policières. Ça peut être une actualité en particulier. Ça va vraiment être plein de choses. Et ensuite, le but, c'est de vraiment ramener vers les parcours militants des jeunes et de dire que le militantisme, c'est vraiment une solution, un débouché en soi et je dirais même plus une urgence. Merci beaucoup, Safia Haït Ouarabi, vice-présidente de SOS Racisme, qui était donc ce matin avec nous sur Radio J pour l'opération Salam Shalom. Salut, bonne journée, merci.